Merci alors cher Guy de la présentation très sympathique. Bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues. Quoi de neuf dans la linguistique d'aujourd'hui? Je suis très honoré et reconnaissant que vous m'ayez invité à votre colloque et que vous m'ayez programmé, même au tout début, ce qui crée pourtant des attentes très élevées auxquelles je ne sais pas si je pourrais vraiment satisfaire. Pour répondre à notre question générale, quoi de neuf dans la linguistique d'aujourd'hui? Il faudrait un immense projet de recherche avec l'analyse de milliers de titres de travaux linguistiques et des enquêtes auprès d'autant de linguistes que possible. Ou alors, on pourrait faire plus simple et interroger immédiatement l'intelligence artificielle. Quels sont les développements récents les plus importants de la linguistique des 20 ou même 40 dernières années? J'ai d'ailleurs fait ce dernier exercice et les résultats ne sont pas vraiment très convaincants, alors je ne vais pas y revenir. Heureusement, l'intérêt de cette conférence est quand même un peu plus focalisé. Il ne s'agit peut-être pas de la linguistique dans son ensemble, mais d'un focus sur le rôle de la linguistique dans la société actuelle. Une linguistique qui est ou devrait être directement pertinente pour nous tous. Pour nous tous, et je ne parle bien sûr pas en premier lieu de nous autres linguistes, mais du monde en dehors de notre bubble, que nous, ou du moins beaucoup d'entre nous, voulions continuer à faire de la recherche aussi par curiosité, sans devoir penser automatiquement à son application potentielle, c'est une autre question. Même si c'est un aspect important, nous serons probablement tous et toutes d'accord pour dire que la recherche est et doit être en grande partie directement pertinente pour la société, qu'elle doit être pratiquée aussi pour la société, conviction qui vaut bien sûr également pour la recherche linguistique et nos sciences du langage. Pour la prochaine demi-heure, j'ai donc prévu les points suivants. Voilà, alors j'ai décidé de ne pas commenter ces points pour accélérer un peu la présentation. Vous allez voir un peu, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces points, ces aspects pendant la présentation. Avant de commencer, je dois avouer qu'il y a exactement une semaine, j'ai eu un petit choc. Mon texte est déjà plus ou moins terminé, j'étais en train de préparer mes transparents PowerPoint, et tout d'un coup, un mail m'a informé d'une publication toute récente. Würzburger Thesen zur angewandten Sprachwissenschaft. Bon, alors, et là j'ai vu, par exemple, the aim of the conference was therefore to discuss and clarify how applied linguistics is currently defined in German-speaking research practice. Et j'ai dû constater que les thèses de départ formulées par le groupe de Würzburg étaient presque les mêmes que j'avais préparées pour la présentation aujourd'hui. Mais on pourrait l'interpréter aussi d'une façon positive. Vous n'écouterez pas uniquement une vue idiosyncratique sur la situation actuelle de la linguistique actuelle, mais au moins partiellement une description du statu quo, d'une discussion beaucoup plus générale. Je vous promets quand même qu'il y aura suffisamment de propos originaux de Martin Stieg ou Martin Slégu à la française dans les minutes à venir. En général, on appelle aujourd'hui linguistique appliquée la partie de la linguistique qui fait des recherches pertinentes pour la société. Comme j'étais l'un des fondateurs de l'association autrichienne de linguistique appliquée dans les années 90 du siècle dernier, et que j'ai dû après, en Allemagne, à Chemnitz, comme Guy l'avait déjà dit, j'ai dû mettre en place un Magisterstudiengang in angewandter Sprachwissenschaft, donc tout un programme d'études consacré à cette variante de la linguistique. J'ai commencé à m'intéresser, surtout d'un point de vue méta, au terme même de linguistique appliquée. Je ne l'ai pas fait, bien sûr, avec une intention essentialiste. Qu'est-ce que c'est que la linguistique appliquée? Mais qu'est-ce que l'on entend aujourd'hui? Ou qu'est-ce que certains groupes ou certaines personnes entendent aujourd'hui par linguistique appliquée? Mon intérêt pour ces questions est donc très vieux et n'a pas commencé avec la lecture des thèses de Würzburg. Si, à l'origine, il y avait une proximité particulière avec l'acquisition, l'apprentissage et l'enseignement des langues, ainsi que, dans une certaine mesure, avec la traduction automatique, je pense ici au premier congrès de l'AILA à Nancy en 1964, c'est une autre vision qui a commencé à s'imposer de plus en plus, à savoir celle d'une linguistique qui devrait être responsable de tous les domaines dans lesquels la langue, les langues et aussi la communication au sens large posent des problèmes.
des problèmes qui se posent à la société ou à certains groupes ou individus de cette société et que la linguistique appliquée devrait s'efforcer de résoudre. Il convient mentionner, et une des définitions les plus célèbres de la linguistique appliquée, celle de Christopher Bramfitt, The Theoretical and Empirical Investigation of Real-World Problems in which language is a central issue. La mention de l'investigation théorique indique que la linguistique appliquée n'est pas ou pas exclusivement l'application de théories qui existaient déjà auparavant. C'est la différence que l'on voit entre applied linguistics et linguistics applied, comme ça a été formulé par un des personnages les plus célèbres de la linguistique appliquée internationale, Henry Widdowson. Non, la linguistique appliquée est aussi ouverte à l'élaboration de nouvelles théories créées en vue de leur mise en pratique. Et c'est ainsi que la linguiste autrichienne Ruth Wodak, par exemple, fait la distinction entre theoretische angewandte Sprachwissenschaft, linguistique appliquée théorique, et angewandte Sprachwissenschaft, linguistique appliquée. Cela ne semble peut-être pas très réussi du point de vue terminologique, mais je crois que le sens est clair. D'ailleurs, la linguistique appliquée pourrait être appelée anglais, c'est difficile, hein, appliquer, appeler, etc. Bon, alors, la linguistique appliquée en anglais pourrait être appelée Applied Linguistics Applied, dans le sens de Widdowson, c'est-à-dire lorsque, par exemple, une théorie a d'abord été développée pour l'enseignement de langues étrangères, et un enseignant se trouve dans une classe concrète et applique cette théorie. Le problème d'un terme comme linguistique appliquée est qu'il peut être associé à des signifiés plus ou moins définis et fixés, normalisés d'une langue spécialisée, mais que le sens littéral initial, pré-terminologique, une linguistique qui est appliquée, sera toujours présent d'une certaine façon. D'autant plus que ce n'est pas tout à fait faux. Et je ne pourrais pas dire dans quel cas une telle signification primaire ou originale est encore présente ou est-ce qu'elle peut être totalement effacée, par exemple dans la terminologie linguistique. Par exemple, quand on pense au mot adverbe, par exemple, personne ne cherchera plus la présence obligatoire d'un verbe, même s'il peut expliquer l'étymologie de ce terme. Mais, par exemple, je ne sais pas, qu'en est-il de imparfait? Certains ne pensent-ils peut-être pas encore à une action imparfaite, ça veut dire inachevée dans son développement? Je pense qu'une forme composée, telle que linguistique appliquée, a particulièrement tendance à garder le sens original et présent d'une certaine manière. C'est peut-être le moment où je voudrais dire quelque chose sur linguistique d'intervention. Je dois admettre que c'est un terme avec lequel je n'étais pas très familier jusqu'à présent. Et cela a aussi pour effet que l'on interprète une telle expression plutôt spontanément et qu'on ne la reçoit pas immédiatement comme un terme technique dont on ne connaît probablement pas encore les définitions. Ma première réaction était donc les réflexions suivantes. Si l'on considère l'intervention comme une mesure prise par des personnes, des linguistes, mais parfois aussi des non-linguistes, avec un certain pouvoir politique linguistique, qui définissent quelles sont les langues qu'on peut apprendre ou qu'on doit apprendre dans les écoles, qui prennent des dispositions concernant l'orthographe ou même la morphologie, par exemple dans le contexte du langage inclusif, ou développent les terminologies, autorisent certains anglicismes, en interdisent d'autres, imposent une certaine langue d'entreprise. Ce serait, à mon avis, un domaine partiel, essentiel, de ce que j'entends par linguistique appliquée. Si j'entends intervention dans un sens encore beaucoup plus large, si je considère comme intervention toute proposition d'amélioration des modes d'emploi, tout développement du curriculum pour l'enseignement des langues, et même en principe toute correction d'erreurs dans un cours de langue, il en résulte pour moi un chevauchement assez manifeste des notions linguistiques d'intervention et linguistique appliquée. Un phénomène qui nous occupera plus tard est que les termes différents qui existent pour nommer des disciplines, sous-disciplines, approches plutôt similaires, ne se distinguent parfois pas tant par leur contenu, mais qu'ils ont surtout été créés par différents groupes et écoles de recherche. La compétence très étendue de la linguistique appliquée mentionnée plus tôt a fait que la linguistique appliquée contient désormais un nombre incroyable de champs de recherche, de sous-disciplines, etc.,
Il suffit par exemple de regarder le programme d'un congrès de l'Association internationale de linguistique appliquée, l'AILA, pour voir tout ce qui est recherché et présenté sous l'étiquette linguistique appliquée. Je voudrais également présenter ici un extrait de la page d'accueil de la Société allemande de linguistique appliquée, la GAL, parce qu'elle présente une liste impressionnante et très longue de domaines de recherche. Alors là, vous n'allez peut-être pas déchiffrer tout, et on ne va pas discuter alors les différentes sous-disciplines et les champs d'application. C'est juste pour vous montrer expertise judiciaire sur la langue, multilinguisme, écriture de dictionnaire, etc. C'est juste pour vous montrer ce nombre pratiquement cette liste qui n'est pas fermée et qui ne sera peut-être jamais fermée. Mais bien sûr, je n'ai pas le temps de parler maintenant de tous ces sous-domaines. Et surtout du rôle, de la position plus ou moins centrale ou marginale de ces sous-domaines pour la linguistique appliquée d'aujourd'hui. Cela ne devrait donner qu'un aperçu rapide, n'est-ce pas, de ce vaste domaine, dans lequel en plus certaines tendances et questions très actuelles semblent encore manquer dans cette liste et devraient être encore complétées. Et cette liste risque donc de devenir encore plus longue. Peut-être que vous avez déjà vu, ou vous me connaissez un tout petit peu, je suis peut-être un homme, ou disons une personne, de questions plutôt que de réponses. Et je voudrais donc formuler maintenant quelques questions qui, à mon avis, sont valables aussi bien pour la linguistique appliquée d'hier que pour celle d'aujourd'hui et de demain, même s'ils n'ont peut-être pas encore été posées sous cette forme. À mon avis, ce sont plutôt des questions métadisciplinaires d'un certain point de vue que j'appelle Wissenschaftssoziologisch, de la sociologie des sciences. J'aimerais avant tout énumérer ces questions avant d'aborder certains aspects plus en détail dans la dernière partie qui suivra. Bon, alors peut-être vous aurez l'impression, maintenant que je propose ces questions, moi-même j'ai dû penser à cette expression qu'on associe avec un film, n'est-ce pas? What you've always wanted to know about applied linguistics. Et moi, je dirais, oui, it's what I've always wanted to ask about applied linguistics. Ce sont alors des questions que je me pose simultanément à moi-même et à vous, cher public, dans cette salle. Donc, alors, on commence. Allons-y, la première question. C'est donc, faut-il connaître... faut-il connaître une ou même plusieurs définitions de la linguistique appliquée pour pouvoir faire de la linguistique appliquée, pour la pratiquer? Ou est-ce que cela apporte au moins un avantage? Peut-on qualifier une recherche de faisant partie de la linguistique appliquée si les chercheurs eux-mêmes ne s'identifient pas explicitement ou même refusent une telle identification? Quelle est la relation entre les différentes disciplines et ou sous-disciplines de leur discipline hiérarchiquement supérieure, voilà, ça bouge automatiquement, de leur discipline hiérarchiquement supérieure, leur discipline mère, une sorte de linguistique appliquée générale? Ou quelle est la relation entre les différentes sous-disciplines et ou sous-disciplines de la linguistique appliquée et les autres sous-disciplines similaires de la linguistique appliquée? J'y reviendrai alors plusieurs fois et vous allez, j'espère, mieux comprendre ce que j'entends par là. Quelle est la relation entre les différentes sous-disciplines, etc., de la linguistique appliquée et les autres disciplines, en dehors de la linguistique, avec lesquelles il existe une relation interdisciplinaire dans leur recherche pratique, dans l'identité des chercheurs? Qui a l'expertise nécessaire ou la responsabilité de définir et de situer sa propre discipline dans le contexte de son propre domaine scientifique et dans le système général des disciplines scientifiques académiques? Les représentants eux-mêmes de ces disciplines ou bien les théoriciens sociologues des sciences, ou peut-être les deux en coopération entre ces groupes? Les sous-disciplines de la linguistique appliquée doivent-elles se détacher de cette discipline mère pour devenir indépendantes, pour s'émanciper? On peut citer comme exemple, par exemple, la traductologie, n'est-ce pas, où une grande partie des traductologues d'aujourd'hui se disent alors on ne se considère plus comme faisant partie de la linguistique appliquée.
et ça vaut aussi pour d'autres sous-disciplines. Qui définit les termes comme sous-discipline, champ de recherche, approche en général ou en général, mais aussi dans des cas très concrets. Voilà. Alors, oui, parce que j'ai inclus cette question parce que j'ai moi-même souvent du mal à trouver le substantif le plus approprié pour certains sous-domaines. Comment faudrait-il appeler le domaine si vaste de l'analyse critique du discours, critical discourse analysis par exemple? S'agit-il d'une sous-discipline, d'un champ de recherche ou simplement d'une approche, l'approach? La caractérisation en tant que méthode ne me semble pas suffisante dans ce cas. Bon, alors après ces quelques questions initiales qui sont restées sans réponse, peut-être vous allez y répondre pendant la discussion, j'aimerais aborder d'autres aspects de manière un peu plus détaillée, même si je ne peux pas le faire non plus avec toute l'ampleur et la profondeur nécessaires. La linguistique appliquée, comme nous le savons, a une très forte composante interdisciplinaire. Elle est très souvent la linguistique plus autre chose. Encore, ouais, je ne sais pas comment ça se fait. Et on parle parfois de transdisciplinarité. Quand ce mot n'est pas utilisé comme synonyme d'interdisciplinarité, il désigne aussi l'inclusion de connaissances non académiques. C'est très important pour plusieurs raisons. Si la linguistique appliquée est la science linguistique pratiquée principalement pour les non-linguistes, la linguiste appliquée devrait savoir ce que les non-experts eux-mêmes pensent de la langue et de la communication. C'est le domaine que l'on appelle depuis quelque temps linguistique populaire, parfois aussi linguistique profane, folk linguistics, line linguistique, ou encore, expression plus moderne, lie-in linguistique. Il y a aussi certaines similitudes et des chevauchements avec d'autres approches comme language awareness, la conscience linguistique, les attitudes linguistiques, les idéologies linguistiques. Encore un exemple pour le phénomène que certaines différences, comme nous l'avons déjà mentionné, ne sont pas toujours dues à des intérêts de recherche différents, mais surtout à leur émergence dans des communautés de recherche, de chercheurs différentes. Des communautés qui, malheureusement, ne prennent souvent pas connaissance les unes des autres ou qui les caractérisent souvent en affirmant « Ah non, ils font quelque chose de totalement différent. Hein. Idéologie linguistique, c'est pas du tout language urban, ça, non, non, non. Hein. » Dans ce contexte, je plaiderais pour une intensification du dialogue intradisciplinaire et interdisciplinaire, comme vous l'avez déjà mentionné aussi au début, une idée à laquelle je reviendrai encore une fois. On ne peut pas supposer que les connaissances des linguistes et des non-linguistes soient toujours clairement différenciées. Il s'agit plutôt d'un continuum. Mais on peut reconnaître certaines tendances, notamment ce que les non-linguistes trouvent intéressant de leur propre chef, indépendamment, de façon autonome, et ce que nous, linguistes, devons par contre leur signaler explicitement par des questions concrètes ou des hésitations. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'importance des langues étrangères dans l'économie, par exemple? Voilà. Je voudrais peut-être mentionner brièvement deux différences que je pense avoir observées, différences folk linguistics, academic linguistics. Les non-linguistes ont souvent une autre compréhension que la norme. Ils voient la différence entre correct et faux de manière plus absolue que les linguistes au moins descriptifs. Et ils voient aussi les signes linguistiques d'une perspective à la fois plus réaliste et plus naïve. Ils voient une correspondance totale entre les catégories extralinguistiques qu'ils considèrent comme prédonnées et les mots qu'ils désignent, et ils ne voient pas la force et aussi la fonction constructrice du langage. Dans ce contexte, il est intéressant de constater que des projets de citizen science, sciences citoyennes, impliquent des non-linguistes dans des projets de sciences linguistiques, surtout dans des projets de linguistic landscape, paysage linguistique, mais aussi dans des questions dialectologiques. La question fondamentale qui se pose de nouveau à moi, je regarde si c'est pas... Non, je ne sais pas comment c'est... Voilà. Alors... la question fondamentale qui se pose à nouveau à moi ici, dans quel cas l'opinion des profanes doit-elle être décrite et acceptée comme résultat de la recherche? C'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils sont, voilà.
et dans quel cas les linguistes doivent-ils intervenir et corriger ou adapter ces opinions. Alors là, vous n'avez pas raison, il ne faut pas penser comme ça, voilà. Dans le sens d'une sensibilisation à la langue, ou pour utiliser le terme de Michel Candilet, éveil aux langues générales. Ce n'est que dans ce cas-là qu'il s'agirait pour moi de linguistique appliquée et de linguistique d'intervention. Quand les linguistes aussi prennent position et n'analysent pas seulement, alors ils pensent comme ça, ils pensent ça c'est bon, c'est peut-être moins bon, non, c'est pas intéressant. On décrit les opinions des profanes sans intervenir. Non, parfois, je crois, il faudrait intervenir, mais c'est difficile de savoir quand. Dans ce contexte des rapports qui existent entre non-linguistes et linguistes, encore une petite parenthèse, il faudrait aussi ajouter la question de savoir comment les non-linguistes voient les linguistes et leur discipline, la linguistique et leur expertise. Donc, comment ils nous voient et comment ils nous jugent. Je pense qu'il y a une grande différence entre l'image qu'ils ont de nous et l'image que nous avons de nous-mêmes. Revenons maintenant à la définition de Bramfit, l'investigation des problèmes du monde réel. Ici, il n'est question que de l'exploration des problèmes, mais pas explicitement de leur résolution ou de solutions. Jetons un coup d'œil à une autre définition que nous pouvons considérer comme très représentative et que nous trouvons sur la page d'accueil de Laïla. Applied linguistics is an interdisciplinary and transdisciplinary field of research and practice dealing with practical problems of language and communication that can be identified, analyzed, or solved by applying available theories, methods, and results of linguistics, or by developing new theoretical and methodological frameworks in linguistics to work on these problems. Ici, nous trouvons premièrement le terme transdisciplinaire évoqué plus tôt. Deuxièmement, on mentionne également qu'on n'applique pas seulement des théories disponibles déjà existantes, non, mais qu'on développe également de nouvelles voies théoriques et méthodologiques. Et ce qui me semble le plus important ici, c'est qu'on aborde également la solution des problèmes. Practical problems cannot be only identified or analyzed, but also solved. Dieu merci. Enfin. Néanmoins, je vois dans ce contexte au moins deux aspects problématiques que je considère qu'il faudrait en parler ici. Premièrement, il existe de nombreuses approches de recherche qui travaillent très près de données réelles et qui sont très impressionnantes et très précieuses, soit par l'analyse de grandes quantités de données réelles, soit par des analyses détaillées très spécifiques de conversations individuelles. Je pense ici aux études de linguistique de corpus et d'analyse de conversation. Dans de nombreux cas, les chercheurs eux-mêmes et les destinataires de ces recherches pensent qu'ils pratiquent de la linguistique appliquée. Bien sûr, c'est d'une part une question de définition ou d'interprétation des définitions existantes. Est-ce que l'apport d'une solution ou de solutions est une conditio sine qua non pour la linguistique appliquée, ou est-ce que les phases d'analyse avant les propositions de solutions possibles ou peut-être pas possibles suffisent déjà pour la catégorisation linguistique appliquée? Là, j'ai quelques doutes. De toute façon, dans ces cas, on ne parlera certainement pas de linguistique d'intervention. Le deuxième aspect est lié au premier et concerne la question de savoir ce que nous pouvons faire sérieusement, proposer comme solution. Les non-experts attendent surtout des réponses concrètes, immédiatement utilisables et claires en matière de recettes, alors que la plupart des linguistes appliqués misent plutôt sur une sensibilisation et un awareness raising. Les solutions spécifiques devant alors être choisies dans le cas concret par les personnes concernées et impliquées elles-mêmes. Il n'y a pas la meilleure solution et unique solution pour savoir comment enseigner une langue étrangère et comment mener des négociations commerciales entre Français et Japonais. Il y a une certaine connaissance de base des facteurs qui pourraient jouer un rôle, mais ensuite tout cela doit être évalué ad hoc et décidé sur place. C'est bien sûr une question à laquelle il faudrait s'intéresser de plus près. Où et quand peut-on ou doit-on même proposer des solutions concrètes et où la linguistique appliquée se contentera d'elle de sensibiliser et de procéder à un general awareness raising. C'est pour moi une de ces questions qui sont toujours posées, et cette sensibilisation à la langue et à la communication, complétée par une sensibilisation aux médias et aux médias sociaux, et surtout par une méta-awareness de l'intelligence artificielle, sera plus importante que jamais.
Comment? 5 minutes, oui, je sais. Oui, ce n'est pas une surprise si je souligne à quel point l'intelligence artificielle a changé toute notre relation avec le monde, de nombreux domaines de la linguistique appliquée, l'apprentissage des langues, l'utilisation orale et écrite d'autres langues, y compris la traduction, sont déjà différents de ce qu'ils étaient il y a quelques années. Bon, alors, on voit que je suis un peu déjà presque en retard. Et peut-être je peux encore vite aborder mes derniers points. D'abord, il y a encore une tension qui m'a toujours fasciné et que je n'ai pas très bien comprise jusqu'à présent. Je trouve que la linguistique appliquée, on pourrait distinguer une linguistique appliquée orientée vers l'efficacité, en allemand je dirais effizienzorientiert, efficiency oriented, et une attitude critique oriented, ou portée par une attitude critique. Bien sûr, en principe, je plaide pour une synthèse, mais c'est surtout dans ces écoles de critical discourse analysis que le rôle des idéologies dans la linguistique appliquée joue un grand rôle. Ça veut dire, là, j'ai encore quelques exemples, je veux quand même mentionner. Quand je dis, bon, je crois que l'idéologie, c'est partout, mais je crois qu'il y a quand même l'idéologie aussi, il y a un continuum entre des moments qui sont très, disons, marqués par l'idéologie et d'autres qui sont un peu moins marqués par l'idéologie. Par exemple, quand on compare les formes féminines, le boulanger, la boulangère, c'est moins idéologique que écrivain, écrivaine, par exemple, n'est-ce pas? Et quand on compare, alors c'est pluriel, il y a alors aussi des degrés différents d'idéologie, même si je dois dire que le masculin générique, les boulangers de Paris, ce n'est certainement pas la variante la plus, disons, libre d'idéologie. Bon, alors, maintenant, par exemple, quant à ce langage inclusif, quant à d'autres aspects de la linguistique appliquée, où on critique, où on analyse des discours de personnalités de la vie politique, si on fait une analyse des discours de Trump, par exemple, quel est le rôle de l'idéologie du linguiste appliqué? Je crois que le linguiste appliqué, et je crois que normalement j'ai cherché, on n'a pas vraiment discuté cette question. Je crois qu'il y a une partie où le linguiste appliqué aussi, il décrit certains effets, certains phénomènes linguistiques, décrit aussi les positions, par exemple pour le langage inclusif, contre le langage inclusif, mais après quand il dit « je vous recommande ces formes, et je suis contre les autres formes », c'est peut-être plus qu'il se trouve dans sa position de linguiste, mais dans une position plutôt de citoyen. Et justement, je ne sais pas où on peut faire et comment on peut faire ces distinctions, ou est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Je ne suis pas vraiment sûr. Bon, alors je conclus. J'aurai encore d'autres exemples de mon expérience, de ma biographie. Par exemple, que j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'université d'économie, qui était très ouverte disons, aux autres cultures, à l'enseignement des langues, etc. Et maintenant, j'ai assisté à une évolution un peu problématique. C'est donc c'était une université germanophone. Après, c'est devenu une université bilingue, anglais-allemand. Et maintenant, ça recommence à devenir une université monolingue, anglais. Bon, alors là, et maintenant, la chaire que j'avais, elle n'existe plus, et ce rôle des langues a joué, donc ne joue plus le rôle que ça jouait encore il y a quelques années. Et là, il faut dire, nous, les linguistes, il y a toujours les linguistes qui disent « le plurilinguisme, c'est important, c'est beau, etc. etc. » On a présenté ces arguments, mais on n'a pas réussi à intervenir. Et c'est ça un grand problème. Bon, j'aurai encore un dernier point, mais je crois que je n'ai vraiment pas le temps de faire ça. Peut-être que je pourrais encore y revenir à la linguistique, je répète que je suis pour un dialogue intradisciplinaire et interdisciplinaire, parce que une dernière définition de la linguistique appliquée, c'est une linguistique qui vise à améliorer la compréhension entre les humains.
Lorsque les chercheurs et même les linguistes rompent le dialogue entre eux, c'est une expérience plutôt déprimante. Je me prononce donc une dernière fois pour l'intensification du dialogue, peut-être du polylogue parmi les linguistes appliqués, mais pas seulement parmi ces derniers. Une linguistique qui vise à améliorer la compréhension entre les humains, peut-être un point de vue trop naïf et trop utopique, mais peut-être aussi, malgré tout, notre seule chance pour nous en tant que linguistes, pour nous en tant que citoyens et citoyennes du monde. Merci de votre patience.